Le temps est venu de remplacer le vieux monde médiatique, subventionné, épuisé, recuit. Procédons ensemble à ce grand remplacement. Nous sommes à un tournant. Jamais, depuis 2014, nous n'avons eu autant besoin de vous. Jamais. Nous avons besoin de votre soutien et de votre don. Nous avons vraiment besoin de nouveaux dons pour continuer de peser et empêcher la ruine de notre nation. Je vous demande de répondre dès maintenant à notre appel pour faire de TV Liberté une arme, le fer de lance du renouveau, de la renaissance, du redressement. TVL, une arme, le fer de lance de vos idées. Alors un seul mot d'ordre, mobilisation générale. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme, le fer de lance de vos idées. Bonjour, bienvenue à Géopole. Notre sujet d'aujourd'hui sera la mondialisation dangereuse. Bonjour Alexandre Delval. Bonjour. Je vous reçois parce que vous venez de publier un livre avec Jacques Sopelsa. J'ai du mal à prononcer son nom, mais c'est l'ancien président de l'université Panthéon-Sorbonne. Vous avez publié un livre à quatre mains, comme vous dites. La mondialisation dangereuse. Ça tombe bien, c'était le sujet de l'émission. Et d'ailleurs, on l'a appelé comme ça l'émission, pour ne rien vous cacher, parce qu'on a lu votre livre. Et très intéressant, un gros livre. Donc je le montre aux téléspectateurs de TV Liberté. Gros livre, mais intéressant et surtout accessible. Accessible, donc, et qui traite de tous ces sujets. Donc la suprématie chinoise, l'islamisme, la crise sanitaire, la mafia, le défi éco-énergétique. Pour commencer, j'aimerais vous poser une question très simple. La mondialisation dangereuse, parallèlement à cette mondialisation, il y a, on sent, c'est un sentiment, mais c'est aussi une réalité, un déclin particulièrement de l'Occident. Oui. Alors, vous citez Spengler dans votre livre, au début de votre livre, dans le chapitre 1, qui expliquait que toute civilisation florissante a sa période d'apogée et puis elle finit par décliner et disparaître. Est-ce que vous pensez que c'est une fatalité, c'est le cas de toutes les civilisations, ou c'est une particularité peut-être aux civilisations occidentales, modernes, ou enfin remarquez dans l'histoire, il y a d'autres civilisations occidentales qui ont aussi disparu. Mais est-ce que c'est dû à un complexe? Est-ce que c'est dû à trop d'intelligence, trop de modernisme, trop de... Je ne sais pas. Je pense qu'on pourrait presque faire une analogie avec le corps humain, avec l'être humain. S'il y a une chose, malheureusement, et pourquoi pas, peut-être qu'il y a aussi des bonnes surprises, peut-être que le Très-Haut a voulu que ça soit pour une bonne raison, mais en tout cas, on est tous mortels. Même les végétaux, les animaux, les humains, même le Soleil, paraît-il, un jour est programmé pour mourir. La Terre est menacée par plein d'astéroïdes, donc tout est momentané, un peu comme dans la philosophie taoïste, et on doit accepter l'idée que tout est mortel. Donc il est certain qu'une civilisation finira par mourir, ne serait-ce que le jour où la Terre disparaîtra. Par contre, un peu comme le corps humain, comme vous et moi, comme les gens que je connais qui font attention un petit peu à leur santé, on peut retarder l'échéance. De même qu'un être humain qui n'arrête pas de manger mal, de fumer, de boire, de se droguer et de faire plein d'excès et de dormir 2 heures par jour va finir par abîmer son cœur et ses vaisseaux et ses veines, et bien de même une civilisation qui fait pas attention au risque de mortalité va mourir plus vite. Donc la seule chose qui nous différencie d'une civilisation qui va durer plus longtemps que nous, par exemple la chinoise, ou même la civilisation turco-islamique, eh bien c'est que pour l'instant, les Occidentaux n'ont pas compris qu'ils peuvent retarder l'échéance,
Et au contraire, ils sont plutôt en train d'accélérer l'échéance de leur disparition en ne maîtrisant pas les flux migratoires, en promouvant une haine de soi que j'avais expliqué dans le livre le complexe occidental, une haine de soi qui n'est plus uniquement une haine de soi. Aujourd'hui, c'est une véritable pathologie collective. Donc voilà, en gros, notre civilisation est mortelle comme toutes les autres, mais la grande différence, et c'est assez unique d'ailleurs, il n'y a pas énormément de comparaisons possibles dans le passé, on est peut-être la première civilisation qui a placé si haut l'idée d'autocritique, au départ une très bonne idée qui a permis la science. La science fonctionne par la réfutation, comme dit Karl Popper, mais on a placé tellement haut cette belle idée de l'autocritique, comme disait Chesterton, il y a des idées qui deviennent folles. L'idée de l'autocritique, qui était bonne pour la civilisation occidentale scientifique, est devenue folle, et c'est devenu l'autocritique permanente. C'est plus l'autocritique pour progresser scientifiquement, se remettre en question pour s'améliorer, c'est se remettre en question tout court. Alors, donc une idée devenue folle qui est en train d'accélérer la possibilité de disparition de l'Occident. Les civilisations sont amenées, comme vous le dites, comme le corps humain, comme toute chose, à disparaître à un moment, mais pour beaucoup de ces choses, elles se renouvellent. C'est-à-dire que les humains font des enfants, alors ils disparaissent, et puis ils ont des successeurs qui peuvent être différents. Les civilisations peuvent... On a vu des civilisations occidentales disparaître dans l'histoire, mais autre chose est venue les remplacer, et qui n'était pas forcément moins bien. Alors, en effet. Mais c'était toujours une civilisation occidentale différente. Là où c'est inquiétant de nos jours, c'est qu'on a l'impression que cette civilisation occidentale arrive vers sa fin, mais sans aucun renouvellement. Je veux dire par là on a l'impression, et c'est ce qui inquiète beaucoup de gens, qu'elle va être remplacée par une civilisation totalement différente. Contrairement à ce qui s'est passé, l'Empire romain a disparu, il y a eu d'autres empires à la place, c'était des empires occidentaux quand même. Là, ce qui est nouveau, c'est ça qui crée une certaine peur, c'est qu'on a l'impression que ce qui va remplacer cette civilisation, ce n'est pas une civilisation identique, enfin pardon, pas identique, mais pas une continuité, mais quelque chose de totalement opposé. Et ça, ça veut dire, c'est comme si quelqu'un, pour utiliser la métaphore que vous avez citée auparavant, comme si une personne meurt sans avoir d'enfant. Vous voyez ? Oui. Et donc, c'est la fin définitive, sans postérité. Et alors, je suis assez d'accord avec ce constat. Il y a eu des phénomènes non pas de remplacement, mais de continuité. Les barbares germaniques qui étaient païens, qui n'étaient pas du tout ni latins ni chrétiens, se sont christianisés, et même en partie latinisés. Odoacre, après la destruction de Rome au 5e siècle, on a quand même des barbares qui essaient de reprendre l'apparence et les termes et les nominations. Bien plus tard, le Saint-Empire romain germanique. Entre les deux, Charlemagne, on a quand même du 5e siècle à l'an 1000, des barbares germaniques de tribus très différentes qui ont saccagé Rome, mais qui ont repris et la religion de l'Empire romain qui était devenu chrétien, et même une partie de sa langue, le latin qui est resté. S'était inspiré un peu, parce que dans le christianisme, il y a des symboles païens, vous le savez bien. Bien sûr. Le christianisme s'est occidentalisé, oui. Et a repris quelques coutumes. Lui-même, effectivement, avait repris un héritage de l'Europe celtique païenne. Exactement. Absolument. Et puis, comme vous le dites, les barbares. Bon, et c'est là, encore une fois, je reviens sur ça, c'est que de nos jours, on a l'impression que ce sont d'autres civilisations asiatiques, enfin chinoises, ou arabo-musulmanes, ou d'autres, ou africaines, qui remplaceront la civilisation. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau et qui était programmé, parce que l'Occident, et c'est ce que j'explique dans ce livre, La mondialisation dangereuse, a été pris au piège de quelque chose qui au départ était assez fourbe, assez duplice, et qui était très tactique, qui était même cynique, et qui n'était pas du tout naïf. L'Occident, surtout américain, lorsque la mondialisation est devenue américaine, parce qu'il y a plusieurs cycles depuis le Moyen-Âge, mais la nouvelle mondialisation technologique américaine, au départ, pour masquer l'empire américain, les multinationales américaines, le deep state américain et les démocrates américains, donc ce qui fait l'establishment américain, a voulu justifier et cacher un impérialisme en produisant la soupe McWhird, que je reprends, il y a tout un chapitre là-dessus. McWhird, c'est le sociologue américain qui a baptisé ce que l'Amérique envoie, c'est pas que l'Amérique, c'est l'excroissance de ce qu'il y a de pire d'un point de vue souverainiste qu'envoie l'Amérique au reste du monde. Et en fait, ce mondialisme porté par McWhird, par la société du plaisir de la consommation, qui touche toutes les sociétés et qui essaie de vendre des produits culinaires, cinématographiques, musicaux ou autres, ou vestimentaires au monde entier, cette soupe culturelle mondiale qui a comme langue majoritaire quelque chose qui ressemble à l'anglais. Oui, ce qu'on appelle le globish. Le globish. Une espèce de langue que tout le monde
monde peut, en fait, c'est une langue en 100 mots, c'est de l'anglais en 100 mots. De l'anglais en 100 mots. Que tout le monde peut acquérir facilement. C'est du mauvais anglais, quoi. Oui. Et ce qui n'est pas possible avec la langue française, mais on en parlera tout à l'heure quand on va parler Absolument, des oui, langues. Il y a un chapitre sur la langue. Pourquoi ce n'est pas possible avec la langue française. Et moi, je crois que parfois, on est piégé par son propre mensonge. On en parlait tout à l'heure, tous les deux. L'Occident, donc américain, impérialiste, en gros, américain et anglo-saxon. Vous savez que les 5 pays anglo-saxons, on en parle dans ce livre, Nouvelle-Zélande, Canada, Australie, États-Unis, Angleterre, ont un accord de défense et de renseignement qui s'appelle les Five Eyes. Et en fait, l'empire mondial, aujourd'hui, c'est pas l'Amérique, c'est l'anglo-saxon en général, et l'Europe de l'Ouest est de plus en plus anglo-saxonisée. Et comme c'est une civilisation foncièrement matérialiste et consumériste, fondée sur le plaisir de la consommation, elle a dû bâtir un petit peu cette soupe culturelle. Elle s'est piégée elle-même, finalement. Et elle s'est piégée elle-même parce que ce mondialisme qu'elle a produit pour justifier ce consumérisme international, Macworld, est devenu quelque chose que même les élites ont fini par utiliser non plus comme un prétexte pour en fait justifier un impérialisme, mais ils sont piégés à ce discours mondialiste qui est sans frontiériste, qui est anti-identitaire et qui est désouverainisme. Ce que j'appelle la désouverainisation dans ce livre, c'est en fait le mondialisme est devenu une idéologie, une religion qui s'est imposée à ceux qui en fait l'avaient utilisé comme prétexte au départ. À l'origine, c'était un prétexte d'impérialisme commercial. Oui, voilà. Commercial. Et puis ça s'est retourné contre eux. En fait, ils se sont brûlés avec leurs propres armes, quoi. En gros. La preuve, les Américains. La 50% trumpiste, 50% mondialiste. Donc maintenant, la société américaine qui était 100% patriotique, voire même pas très loin, pas très éloignée de l'Allemagne nazie. Dans les années 30, l'Amérique, elle était extrêmement identitaire et elle n'était pas du tout multiculturaliste avec le cancel culture et le woke. Rappelons que le racisme aux États-Unis était structurel. Était officiel jusque dans les années 60. Absolument. L'Amérique qui donne des leçons de morale à la France en mettant comme héros Madame Traoré et le clan Traoré de prédateurs n'a aucune leçon de morale de racisme à donner, mais c'est un peu lié aussi. Pour faire oublier son propre esclavagisme et son propre une forme d'apartheid qui existait, elle traite l'Europe de l'Ouest toujours de raciste et cette pensée américaine mondialiste Macworld agit beaucoup dans la repentance. La repentance, on croit que c'est quelque chose qui vient que de la gauche, marxiste, trotskiste, alors qu'en fait c'est plus compliqué. Nous le montrons dans le livre. Il y a 2 grandes sources du mondialisme, mais il y en a d'autres. Mais les 2 principales sources qui ont frappé l'Occident, c'est le mondialisme des multinationales qui doit justifier, c'est ce que André Berkoff appelle les racailles d'en haut. Ils doivent justifier la destruction des juges, des États et des polices parce que ça les arrange pas. Eux, ils veulent des paradis fiscaux et des zones où il n'y a pas de droit en dehors du leur. Google, par exemple, une personne qui travaille au barreau français me disait, même si on gagne contre Google, où le juge français décide de désindexer, par exemple, une page Wikipédia de Google, Google n'obéira au juge français uniquement si le jugement du juge français correspond strictement à la charte de Google. Donc ces multinationales, elles ont leur propre loi qui s'impose même dans les États où elles peuvent être condamnées. Donc c'est ça la réalité. Et ce mondialisme aujourd'hui a totalement échappé à son créateur américain qui est quand même un pays patriotique, souverainiste, impérial. Et donc c'est une idée devenue folle et encore plus que l'Europe, nous le montrons, l'Amérique est à moitié piégée par cela. Mais elle reste quand même attachée à son drapeau, comme vous le disiez tout à l'heure, en privé, elle reste attachée à son patriotisme. On jure sur la Bible en Amérique. Oui, tandis que l'Europe applique à la lettre le mondialisme. Alors, à l'origine, vous l'avez dit, donc c'était une utilité, le mondialisme, pour faire du commerce plus facilement. Il y a toujours du protection. En fait, on remarque, malgré les failles, malgré le fait qu'ils se sont auto-piégés, ils restent quand même un peu protectionnistes et patriotes quand même, hein, même s'ils sont coupés en 2. Mais on remarque par exemple qu'aux États-Unis, il y a certains pays qui ne peuvent pas investir aux États-Unis, notamment par exemple le Qatar qui achète énormément de biens immobiliers en France et en Europe. Eh bien, aux États-Unis, n'a pas le droit d'acheter des actions dans l'industrie américaine, ou d'investir dans l'immobilier massivement. Mais mieux encore, il y a des industries de pointe aux États-Unis qui sont interdites aux étrangers, ce qui n'est pas le cas en Europe. Alors, mais ils savent défendre leur marché, c'est l'American Buy Act. Peut-être le grand gagnant de cette affaire, le gros piège, c'est peut-être pas les Américains ont créé ce monstre et qui se retourne contre eux à moitié. À moitié, voilà. Tandis que l'Europe, totalement. Voilà, mais il y en a d'autres qui en ont profité. Hein. Vous citez dans votre livre la Chine et d'autres pays dits émergents. Peut-être peut-on citer à moindre échelle, bien évidemment, mais un pays comme la Turquie qui fabrique, je ne sais pas le pourcentage exact, mais une grande partie de nos vêtements, le textile, etc. Et donc ils en ont profité, mais eux, ils ne donnent rien. C'est-à-dire que vous le dites dans votre livre, de par leur
structure politique. Un pays comme la Chine, par exemple, eux, ils ne craignent pas que l'idéologie mondialiste déteigne sur leur population, puisque le premier opposant, il finit en prison. Bien sûr. Et la Chine, en fait, profite du mondialisme sans rien donner en contrepartie. Alors, il y a une raison pour laquelle les Chinois profitent de la mondialisation sans devenir mondialistes, parce que nous, on n'avait pas le courage d'avoir des politiques impérialistes, franchement. L'Irak, la Libye, toutes les opérations impériales qui ont été des carnages, on les a masquées avec cette idée droit de l'homme mondialiste. Mais la Chine et la Turquie sont ouvertement nationalistes, souverainistes, voire patriotes, voire même, nationalistes, voire même impérialistes. L'Iran, la Turquie néo-Erdogan, néo-ottomane, la Chine, elle a investi l'Afrique. Enfin, la Chine investit l'Afrique, elle construit des contrôles. C'est une colonisation qui n'exporte pas un modèle, mais qui est une colonisation efficace pour assurer sa prospérité. Comme la colonisation anglo-saxonne. Oui, un peu, pas vraiment un modèle. Il n'y a que la France qui exporte des absolument. Parce que, pour des raisons parce qu'ils ne sont pas universalistes. D'ailleurs. Voilà, eux ne sont pas universalistes. Ils ont compris que l'universalisme est dangereux. Parce que quand vous voulez exporter votre modèle chez les autres, il y a le risque qu'ensuite les autres viennent exporter le leur chez vous pour se venger. C'est exactement ce qui arrive à l'Europe. Et donc, il y en a qui profitent de la mondialisation. C'est ceux qui en ont une lecture souverainiste, impériale, identitaire. On peut prendre des exemples. La Turquie, elle augmente sa prospérité, c'est pratiquement x10 entre 1995 et 2015. La période Erdogan a multiplié presque par 10 le niveau de vie en Turquie, une prospérité inouïe. Mais en même temps, la Turquie est devenue plus nationaliste, plus impérialiste, plus identitaire, plus islamiste. Un autre exemple, l'Indonésie et la Malaisie, des pays qui étaient extrêmement pauvres, qui aujourd'hui sont des émergents, où on investit, c'est des marchés importants pour les grandes marques mondiales. Ces pays sont devenus extrêmement islamistes, ils sont devenus très radicaux, toutes les femmes sont voilées, l'islam local modéré a été complètement éradiqué par un islam standard de type un peu presque wahhabite, et en même temps, c'est des pays qui ont décollé économiquement, qui sont entrés de plein fouet dans la mondialisation. Troisième exemple, comme vous le disiez, la Chine, mais on pourrait aussi parler du modèle identitaire de Taïwan, qui n'est pas du tout un modèle bisounours, tolérance zéro, sécurité, confucianisme, c'est la religion d'État, les valeurs de l'État, et même la Chine aussi. Et donc ces exemples, ce sont des pays nationalistes. Ce sont des pays nationalistes, identitaires, même si la Chine est communiste, elle est quand même confucéenne et taoïste en même temps, avec un modèle chinois. D'ailleurs, les religions les plus persécutées en Chine, c'est les religions non asiatiques. Les religions asiatiques n'ont aucun problème. C'est les chrétiens et les musulmans qui sont persécutés parce que c'est des religions. Donc en gros, ce que l'on voit, c'est que les seuls qui prennent vraiment à la lettre la lecture mondialiste de la mondialisation, qui en fait, la mondialisation est un phénomène neutre, c'est juste des échanges, c'est des moyens de communication, eh bien les seuls qui croient que la mondialisation veut dire qu'on doit baisser les gardes, détruire les frontières, en gros, les murs, c'est horrible, vous savez, le mot qui revient tout le temps dans les émissions politiquement correctes, les murs de la honte, etc. Les barbelés. Mais la Pologne a besoin d'un mur contre l'immigration massive portée par Loukachenko, qui amène des Irakiens en masse et des Afghans. Le mur, parfois, ça peut aussi empêcher que deux personnes se tapent dessus. En Israël, la construction du mur entre Israël et des territoires, la bande de Gaza, ça a permis de réduire de 83% le nombre d'attentats. Donc, mais comme l'Europe est piégée par cette lecture mondialiste très naïve, en fait, parce que personne d'autre a cette lecture que les Européens. Même les Américains, vous le disiez, restent quand même très patriotiques, très suprémacistes. Il y a leur drapeau dans tous leurs films, avec leurs super-héros. D'ailleurs, qui est assez rigolo, ils perdent toute leur guerre sur le terrain, mais dans leurs films, c'est les super-héros qui massacrent tout le monde. D'ailleurs, ils ne cachent pas la croyance en la supériorité de leur nation. Ah, bien sûr. Dans le cinéma américain, qui est un peu le miroir de la société américaine. C'est très clair. Les États-Unis sont supérieurs aux autres. Alors, c'est une supériorité morale, bien évidemment. Oui. Ils sont supérieurs parce qu'ils sont les défenseurs de la démocratie, de la morale, etc. Mais ça, c'est une façade. En réalité, bien sûr. Dans l'inconscient des Américains, ils sont supérieurs en tout. D'ailleurs, vous connaissez la plupart les scénarios américains des grandes productions un peu fondées sur le héros, c'est presque toujours pareil. Il y a un président américain qui est monsieur extrêmement vertueux, pas corrompu, qui est fantastique, etc. Il est menacé et il va sauver le monde, soit d'une météorite, soit d'un Russe, soit entre les Russes, un espèce de néo-nazi ou un bandit, comme on voit dans les films de James Bond également. Et c'est toujours un vertueux américain qui, grâce au slogan « We are the world », cette démocratie est impériale, elle est nécessaire pour toute l'humanité, c'est toujours un Américain qui sauve l'humanité, mais c'est toujours planétaire. Vous remarquerez, c'est très souvent planétaire, c'est contre un ouragan mondial, une météorite, des Martiens, ou un nouveau nazi, ou un empire russe, ou un espèce de psychopathe qui veut nucléariser l'humanité. Et c'est tout le temps un Américain, grâce à son modèle démocratique et son courage unique, qui va sauver l'humanité. Mais en fait,
avec ce message soi-disant mondialiste, c'est un hyper-patriotisme américain. Et entre les deux, finalement, les Chinois font des super-productions un peu du même type aujourd'hui, les Indiens également avec Bollywood, les Turcs, les super-productions turques, vous le savez mieux que moi, sont très populaires dans tous les pays arabes, Proche-Orient et même jusqu'au Pakistan. Et entre les deux, il n'y a que l'Europe qui a un soft power complètement culpabilisant, fondé sur l'Europe. C'est dire qu'on que la France, c'est une bande de méchants colonialistes qui exploitent tout le monde et qui est responsable de tous les malheurs du monde. Voilà, en gros, on peut dire que le soft power européen, c'est we are the world, mais pas au sens américain et on va dominer l'humanité, c'est we are the world dans le sens tout le monde a le droit de venir en Europe, puisque l'Europe n'est plus une identité. Tout le postulat de la Commission européenne qui s'appuie sur le philosophe Jürgen Habermas, qui est terrifiant, école post-marxiste de Francfort, et c'est l'idéologue officiel de la Commission européenne. Il dit il faut tuer toute identité, et pour être sûr qu'on ne soit pas identitaire, il faut remplacer l'identité par de l'abstraction, notamment ce qu'il appelle le patriotisme juridico-constitutionnel. Ça fait très allemand. En gros, les droits de l'homme. Tout ça n'est finalement pas l'héritier du trotskisme. Parce que... Je pense que beaucoup de gens rigolent en disant le marxisme c'est fini, c'est de la rigolade. Vous savez, souvent quand je dis je suis un peu anticommuniste, on me dit mais c'est un combat d'arrière-garde. Mais non, le communisme a triomphé en Chine, il triomphe dans pas mal de pays d'Amérique latine ou du tiers-monde, et il fait encore beaucoup de dégâts, mais surtout en Occident, il a pris le pouvoir intellectuel. Oui. Et bizarrement, comme le trotskisme est moins étatique que le stalinisme, il était internationaliste par essence, le trotskisme c'était l'aile transnationale, il a réussi à s'allier avec les multinationales pour créer cette culture woke, cancel culture, politiquement correcte. D'ailleurs, est-ce que les grandes sociétés mondiales comme Google, Amazon, etc., ne rappellent-elles pas, je pousse un peu peut-être la provocation, mais finalement, quelle différence entre ces grandes sociétés qui ont un monopole et qui sont plus puissantes que les États, et quelle différence ont-elles avec les sociétés de l'Union soviétique, de l'époque soviétique? Je veux dire par là des espèces d'entreprises d'État, vous savez, qui étaient des molosses qui employaient tout le monde. Il n'y a pas une très grosse différence. Voilà, et en fait, et la mentalité est la même. C'est mondialisme, sauf que l'Union soviétique n'était pas totalement, c'était pas du trotskisme, bien évidemment, mais on voit des points communs quand même dans cette idéologie. Moi, là où je vois le plus grand point commun, c'est le contrôle de l'esprit et du passé, en voulant rectifier. Quand on veut rectifier le passé, quand on veut rectifier les livres d'histoire, quand on veut vous dire qu'il faut condamner tous les auteurs du passé, bientôt on va déboulonner, je suis sûr que dans quelques années, on ne pourra plus citer un certain nombre d'auteurs. Oui. Eh bien là, c'est à mon avis le plus grand point commun avec le soviétisme, parce que bien sûr on est moins violent, c'est plus agréable de vivre chez nous que sous Staline, bien sûr, parce que parfois on nous fait cette riposte, bien sûr, on est heureux d'être en Occident. Mais l'hyper-contrôle de la société, le traçage, bientôt on n'aura plus de monnaie, dans 20 ans on va faire disparaître les billets, on sera hyper traçable en permanence, même pour la boulangerie, il faudra une carte, c'est déjà presque le cas, mais en plus, on veut tracer aussi notre esprit et notre mémoire et rectifier les livres d'histoire. J'ai retrouvé des manuels, des directives, des propos et des conseils des grandes organisations antiracistes européennes, avec l'affaire, vous savez, du voile islamique financé par le Conseil de l'Europe, j'ai un peu approfondi. Et les grands réseaux antiracistes européens, ECRI et ENAR, qui ont financé les frères musulmans pour faire récemment une campagne en faveur du voile, j'ai retrouvé des textes extrêmement intéressants, également des textes aussi officiels du Conseil de l'Europe qui invitent à changer les manuels d'histoire progressivement pour habituer les Européens à accepter la culture islamique, notamment. C'est intéressant. Ça veut dire que là, c'est quelque chose d'inédit, une civilisation qui n'est pas encore vaincue, qui pourrait même être forte si elle le voulait, qui décide de s'auto-oblitérer pour faire accepter ce qui vient du reste du monde, et pas n'importe quelle civilisation, pas les Incas, pas les bouddhistes, la civilisation qui a le plus souvent fait la guerre et qui déteste le plus l'Occident et l'Europe, c'est-à-dire la civilisation islamique. Alors, donc là, on n'est pas loin d'un espèce de suicide géopolitique. Oui, mais c'est quoi? C'est la fascination de l'islam ou c'est une naïveté? Il croit, parce qu'on dit toujours que certains hommes politiques de très à gauche ou d'extrême gauche en France, ou voire de centre-gauche, privilégient ces populations parce qu'elles n'ont plus d'électeurs, elles les remplacent par ces populations. Alors ça, on peut mettre ça sur le plan de la naïveté. Est-ce que ces plans que vous citez là sont de la naïveté ou juste de la trahison, de la fascination pour l'islam? On a du mal à comprendre. Je pense qu'il y a un peu de tout. Au niveau électoral, le maire du coin, qui n'est pas forcément le maire du coin bien franchouillard, qui mange du porc et qui aime le vin, quand il va négocier avec des islamistes, c'est pas du tout par fascination pour l'islamisme, c'est parce qu'il veut des voix et la paix dans les banlieues. Non, mais là, je parle du Conseil de l'Europe, de tous ces penseurs. Au niveau du Conseil de l'Europe, alors à mon avis, c'est beaucoup plus idéologique. Plus on va à haut niveau, plus c'est idéologique. Pour l'argent, peut-être, je ne sais pas. Alors, on essaie de comprendre pourquoi ils font ça.
Alors, certains sont achetés. On a vu des gouvernements français qui étaient complètement achetés par des pays étrangers. C'est des vues à court terme achetés, parce que finalement, au bout du compte... C'est à très court terme. Et c'est pas le plus courant. Par contre, ce qui est certain, moi je crois au pouvoir des idées. Je crois que les idées luttent comme les armées. Et c'est l'idée la plus forte qui écrase l'idée la plus faible. Et comme le disait bien Léo Strauss dans un livre en 1953, le fameux juif allemand réfugié aux États-Unis qui avait fui le nazisme, Léo Strauss, qui pourtant est placé quand même, quand on voit d'où il parle et ce qu'il a vécu, on ne peut pas le suspecter de banaliser l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, mais il dit attention, les coquins qui ont un agenda mondialiste, internationaliste, anti-patriote, anti-européen, anti-occidental, ils vont utiliser la culpabilisation en utilisant les heures les plus sombres de l'histoire pour nous rendre pathologiquement malades. Moi, je pense vraiment que l'occidental est malade de la culpabilisation. Après, vous me direz, l'élite, est-ce qu'elle culpabilise? Pas vraiment, c'est les cyniques. Alors l'élite, elle le fait parce qu'elle adhère à un projet mondialiste qui est celui des banquiers et des grandes multinationales, et pas uniquement celui des trotskistes, mais ils sont convergents momentanément. Tout ce monde-là est perdant. Non, parce que ils sont, vous savez, c'est ce qu'a dit un économiste récemment, ou un journaliste, vous me le racontiez, à Zemmour, quand il lui parlait des Nike. C'était Cambadélis. Au Cambadélis. Le membre du Parti socialiste. Moi, je me rappelle d'un professeur à Sciences Po Paris, Fitoussi, qui expliquait que peu importe qu'un type ait de l'argent en ayant volé, en ayant vendu de la drogue ou en étant assisté, et il faisait référence à des masses de personnes qui arrivent du reste du monde et qui ne travaillent pas ou qui volent. Il disait, c'est pas grave si une grande partie sont délinquants ou assistés, parce qu'ils vont acheter des produits et donc ils vont faire entrer de la TVA. Ils sont naïfs, donc c'est une forme de la naïveté. Ils pensent que tout ça se pacifiera grâce à l'argent et Absolument. l'économie. C'est une forme de naïveté parce qu'il faut bien comprendre ça va se retourner contre eux. Ces gens sont foncièrement matérialistes. Alors, ils ne croient pas au monde des idées, au monde de la spiritualité. Ils n'ont pas compris qu'un islamiste peut acheter du Nike et fumer des Marlboro, mais faire un attentat juste après, ou infiltrer le Conseil de l'Europe. Donc leur naïveté les mènera à leur fin, parce que ces gens qu'ils sont en train de privilégier se retourneront contre eux, parce que... C'est écrit. Oui. Mais ils sont naïfs en se croyant très malins. Oui, en fait, ça. Ils se croient très malins parce que moi je me rappelle, un autre économiste me disait, mais vous savez, au bout de 2 générations, même la fille voilée, sa fille, elle voudra une Nintendo, elle aura une poupée Barbie et elle deviendra consommatrice et donc libérale, elle finira par avoir une jupe. Oui. Sauf que c'est quand même sous-estimé. Les faits contredisent tout ça. C'est sous-estimer les phénomènes identitaires. Cette première partie est terminée, ça passe très vite avec vous, Alexandre Delval. Nous allons faire une pause et dans la deuxième partie, nous traiterons des conflits et des avantages et les inconvénients de la mondialisation, pour les uns et pour les autres. Voilà, nous voilà donc dans la deuxième partie de cette émission. Nous allons aborder les conflits qui se multiplient dans le monde. Alors, jusqu'à la fin de la guerre froide, il y avait 2 blocs, voire 3. On parlait des pays non alignés qui étaient souvent proches de l'Union soviétique, du bloc soviétique. On savait se repérer. L'occidental moyen comprenait qui était l'adversaire, il y avait le mur, etc. Aujourd'hui, ça part dans tous les sens, on n'y comprend plus rien. Il y a des conflits partout dans le monde. D'abord, ça se multiplie, et ce n'est pas entre 2 blocs. Alors, il y a des conflits en Asie, il y a des conflits en Afrique, il y a des conflits au Moyen-Orient, il y a des conflits même en Europe. On l'a vu d'abord on l'a vu dans l'ex-Yougoslavie, après on l'a vu entre la Russie et l'Ukraine. Maintenant, il n'y a pas tout à fait un conflit militaire, mais enfin, c'est un peu tendu entre la Biélorussie et la Pologne. Et puis bon, comme je l'ai dit, un peu partout dans le monde. Et puis là, on se rend compte que les soutiens des uns et des autres, c'est très complexe, parce que des grandes puissances se retrouvent dans un conflit alliés des 2 protagonistes. Alors, c'est là où vraiment on ne comprend plus rien. Alors, peut-être peut-on commencer par énumérer un peu ces conflits, les balayer rapidement. Je ne sais pas, vous traitez dans votre livre du conflit, vous vous attardez un peu sur le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On peut peut-être en dire un mot, parce que c'est très intéressant. Voilà 2 anciens pays de l'Union, qui faisaient partie de l'Union soviétique, qui sont devenus indépendants. L'un chrétien, l'Arménie, un grand allié de la Russie, de Vladimir Poutine, avec lequel ils ont un accord de défense. En face, l'Azerbaïdjan, un pays donc musulman chiite,
dirigé par une sorte de dictature, mais Oui. entre guillemets modérée, si on peut dire ça comme ça. Bon, ça reste quand même des Despote Slaves. éclairé, oui. Voilà, pétrolier, donc très riche. Donc il y a un conflit sur le Haut-Karabakh, qui est un territoire, je résume pour les téléspectateurs, un territoire peuplé d'Arméniens et qui se trouve sur le territoire de l'Azerbaïdjan. Tout ça, c'est un peu comme l'affaire de Sébastopol. Tout ça, c'est dû au redécoupage de l'Union soviétique. C'est-à-dire que les communistes à l'époque ont décidé de faire des déplacements comme ça, de mettre des territoires nationaux chez d'autres nations, en résumé. Et donc aujourd'hui, les Arméniens du Haut-Karabakh veulent rejoindre leurs frères arméniens d'Arménie, et l'Azerbaïdjan ne veut absolument pas en entendre parler, il veut même expulser tous ces Arméniens et garder ce territoire. Oui. Là où on ne comprend pas, c'est que les Russes, qui sont les alliés des Arméniens, finalement dans ce conflit se retrouvent un peu neutres, voire pro-Azerbaïdjan. Israël, qui est un pays... pourrait-on croire qu'il y a comme adversaire des pays très musulmans, se retrouve à vendre des armes à l'Azerbaïdjan, c'est incroyable. L'Azerbaïdjan qui est lui-même soutenu par les Turcs, là c'est cohérent, puisque ce sont des peuples turkmènes et musulmans, sauf que la Turquie et Israël ne sont pas très amis en ce moment, c'est là où on s'y perd. Alors si vous pouvez nous éclairer un peu, Alexandre Delvalle. Oui, parce que premièrement, Erdogan est un homme assez malin, il a l'air primaire, il ne faut pas le sous-estimer. Il était très rusé, il est capable de changer. Et donc, comme Poutine, ils ont un point commun, c'est les hommes de la réelle politique. Je ne les compare pas tout à fait, mais ils ont des points communs. Et ils s'entendent sur des intérêts ponctuels. On peut par exemple s'entendre ici, mais se combattre là. Par exemple, dans le Haut-Karabakh, il y a plutôt quand même... la Russie et la Turquie ne sont pas du tout d'accord. Par contre, en Syrie, ils n'étaient pas d'accord. Ils ont fini par être d'accord sur le partage des zones et la déconfliction et mettre les djihadistes uniquement dans le nord-ouest et purifier toutes les autres villes. Le gâteau. Ils sont partagés le gâteau, mais en échange du lâchage des Kurdes par les Russes ont obtenu que les Turcs aident les Russes et les Iraniens à supprimer la rébellion sunnite dans la plupart des villes, sauf le nord-ouest. Donc en fait, on est dans un monde, comme il n'y a plus cette grille de lecture communiste, anticommuniste, monde libre, monde capitaliste contre le monde d'économie planifiée, on n'est plus dans une lecture idéologique, on est revenu au choc des civilisations dont parle Clinton, mais aussi à la réelle politique. Donc ici et maintenant, j'ai intérêt à faire ça, je fais ça. Un exemple, Erdogan, il a compris que l'Occident n'est plus un ami, parce que sa grille de lecture, sans vouloir le justifier, mais c'est important de comprendre ce qui est dans la tête, l'Amérique et les Occidentaux ont peur d'avoir des morts au sol. Donc, ils ont besoin de proxy. Qu'est-ce qu'ils ont pris comme proxy en Irak et en Syrie depuis les guerres du Golfe ? Les Kurdes. Les Kurdes. Du coup, en aidant les Kurdes, les Turcs se sont dit, ils aident nos pires ennemis. Puisqu'ils aident nos pires ennemis, ce ne sont plus des amis. Rappelons aux spectateurs que il y a une population kurde importante en Turquie. Sur 4 pays. Ouais. Elle est sur 4 pays, l'Irak, l'Iran, la Syrie et la Turquie. Et elle pose beaucoup de problèmes en Turquie, puisqu'ils sont très nombreux. Et Absolument. les Turcs, nationalistes comme ils sont, voilà, d'autant plus avec ce régime, mais même le précédent, oui. Veulent mater ces populations, ne veulent absolument pas, parce que ces populations ont des envies d'indépendance, disons-le comme ça. Et en plus, ceux de Syrie sont liés au PKK turc, contrairement aux Irakiens. Donc les Turcs de Syrie, c'est vraiment... les Kurdes de Syrie. Pardon, oui, les Kurdes de Syrie, c'est un abcès de fixation, c'est un casus belli. Celui qui aide les Kurdes de Syrie, pour Erdogan, c'est comme s'il aide le PKK turc, qui est l'ennemi principal. D'accord. Donc les Kurdes syriens et turcs sont très proches. Et ça explique le rapprochement entre Erdogan et Poutine. Erdogan s'est dit, puisque l'OTAN n'est plus un ami, les pays de l'OTAN ont défendu des Kurdes. Qui sont nos pires ennemis. Eh bien, pourquoi on continuerait à jouer le rôle du blocage du flanc sud de l'OTAN contre les Russes ? Au contraire, on va aller voir les Russes et leur dire, si toi tu m'aides dans certains endroits où tu me laisses faire ce que je veux, au Karabakh ou en Syrie ou en Libye, en échange, tu me diras tes conditions, moi, je vais cesser de jouer le rôle du flanc sud de l'OTAN pour te bloquer dans les mers chaudes. Et donc, il y a un accord, et ça, c'est le monde multipolaire dans lequel on est. C'est des accords gagnant-gagnant, je fais des concessions, je te donne ça, tu me donnes ça. Un peu comme deux mafieux qui se partagent une rue, ils s'entretuent, ils voient que ça coûte trop cher, on peut pas faire de business tranquillement. On a intérêt à ça. On n'est pas d'accord du tout. On se déteste, on a des clans rivaux, mais momentanément... C'est un bon exemple pour comprendre, d'accord. L'avantage d'être d'origine sicilienne, c'est qu'on comprend ce pragmatisme des voilà, donc on s'aime pas, mais on a des intérêts, pas. On se fait des concessions pour garder... Ça, en Syrie, c'est compréhensible. Mais alors...
En Azerbaïdjan, Alors, c'est en un peu la même Azerbaïdjan- chose, c'est-à-dire que les Russes doivent laisser, si j'ai bien compris ce que vous dites, les Russes laissent les Turcs faire en Azerbaïdjan pour avoir un peu d'avantage en Syrie? Il y a ça, mais il y a aussi autre chose. Les Russes n'ont jamais reconnu le Haut-Karabakh arménien indépendant. Ils ont toujours préservé les accords d'Helsinki et reconnu les frontières intangibles, parce qu'en fait, la Russie, comme vous l'avez très bien dit, elle vend des armes. Il n'y a pas qu'Israël, la France, l'Italie ou l'Allemagne. Même la Russie a vendu des armes à l'Azerbaïdjan. La Russie a toujours voulu être à équidistance, même si au niveau de la politique intérieure, ça fait très bien de dire on est pro-arménien. Dans le discours, on est pro-arménien. Dans les faits, on a une base russe en Arménie, c'est vrai, mais on n'a jamais reconnu le Haut-Karabakh arménien et on ne l'aide pas vraiment. On aide l'Arménie s'il faut, mais pas le Haut-Karabakh. Et donc ça, il n'y a rien de nouveau. Mais surtout... Mais pourquoi? Parce que l'Arménie est très proche de la Russie, culturellement, religieusement. Ils ont une base militaire. Pourquoi ne les soutiendrait-il pas? Pour une raison très simple. Le Premier ministre qui a été nommé en 2017-2018 en Arménie, qui était une sorte de révolution orange, aidée, financée, appuyée par l'Occident, il a fait une grande erreur. Il a cru qu'on pouvait se permettre d'avoir éternellement l'aide russe tout en crachant sur le pouvoir de Moscou. Ah oui. Et c'est un peu comme en Géorgie, Saakashvili, qui s'est cru aidé par l'Occident, il se permettait de défier la Russie et il s'est pris une raclée. C'est un peu aussi ce qui va arriver probablement. En fait, c'est le régime arménien actuel. Le régime arménien a mis au pouvoir depuis 5 ans, voilà, il a mis au pouvoir quelqu'un qui voulait supprimer les oligarques et critiquer la Russie. Donc c'est une leçon que donnent les Russes. Les Russes disent voilà ce qui arrive à quelqu'un qui n'est pas fiable, qui ne joue pas le jeu. Ça, c'est la première lecture. Deuxième lecture, il y en a une autre malheureusement moins favorable à Poutine, c'est que moi je pense que Erdogan c'est le scorpion. Vous savez, vous l'aidez à traverser la rivière, la grenouille lui dit ne me pique pas, c'est pas ton intérêt, mais au milieu de la rivière, le scorpion pique quand même la grenouille et la grenouille dit mais tu n'avais pas intérêt, on va couler tous les deux. Et le scorpion dit c'est plus fort que moi. Et je pense qu'Erdogan c'est le scorpion qui a fait un deal avec Poutine, mais il se dit si je peux quand même dans le cadre de la politique intérieure, parce qu'Erdogan il est allié aux nazis. En Turquie, il y a un mouvement extrême droite nazifiant créé par un adorateur d'Hitler qui s'appelle le MHP, oui, c'est les fameux Turcs loups gris. ont toujours été proches. Oui, mais aujourd'hui, Erdogan, contrairement à il y a 10 ans, il se maintient électoralement grâce à l'alliance à l'extrême droite du MHP, qui est le parti des loups gris. Et eux, ils sont très pan-turquistes, parce que normalement, Erdogan n'aime pas les Azéris. Les Azéris sont turcophones, mais ils sont chiites, et en plus laïcs, très influencés par le marxisme. La Turquie est sunnite. La Turquie est majoritairement sunnite, le pouvoir est sunnite, oui. Pro-frères musulmans, le Milli-Guluch et l'islamisme turc, très sunnite, et ils n'aiment pas du tout les Azéris au départ. Mais dans le cadre du pan-turquisme, qui elle préfère, vous savez, plus vous êtes pan-turquiste, que vous êtes fondé sur la race, l'ethnie, la langue, plus vous aimez les Azéris. Absolument. Plus vous êtes islamiste, moins vous les aimez. Et donc, la politique intérieure, son alliance avec les ultra-ethnicistes pan-turquistes... Nationalistes, en fait, finalement, il s'allie avec les nationalistes, alors que Erdogan est plus complexe qu'on le croit. Il est autant nationaliste aujourd'hui qu'islamiste, d'où l'aide à l'Azerbaïdjan qui lui sert en politique intérieure. En même temps, il a toujours rêvé, lui et les pan-turquistes ont toujours rêvé de rétablir une unité entre les 6 pays turcophones, Turkménistan, Azerbaïdjan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Kazakhstan, etc. Et donc, il y a une très grande logique. Et moi, je pense qu'en Libye également, Erdogan est gagnant de cette alliance avec Poutine. Il a énormément aidé Tripoli. Il a empêché les succès de Haftar, qui était armé par les Russes et par les mercenaires de Wagner, etc. Et donc, aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a qu'en Syrie où cet accord a été utile, et encore, ça a été à mon avis surtout utile pour une chose, c'est le point faible de Poutine. Poutine, il est à la tête d'un État pétro-gazier. Il y a une gazostratégie. Et l'oléoduc, ou plutôt le gazoduc, qui était favorable aux Russes, a été bloqué pour toute une série de raisons dans les années 90-2000. Il ne restait qu'un passage sur le territoire turc, le Turkish Stream, et par la mer Noire, et il fallait s'entendre avec les Turcs pour faire passer un peu plus de gaz vers le sud du gaz russe. Et comme Poutine est à la tête d'un pays qui est en dehors de la mondialisation, qui ne vend rien d'autre que des énergies et des armes, eh bien, il a été obligé de s'entendre avec les Turcs parce qu'il lui fallait un tracé de revers pour les gazoducs. On a pas mal de cartes d'ailleurs sur les gazoducs. Et là, on comprend mieux ce que fait Poutine. C'est pas vraiment utile pour sa civilisation. Poutine n'est pas du tout le sauveur des chrétiens comme on croit. J'allais vous dire qu'il y a une n'est pas le image sauveur des chrétiens que l'extrême droite française croit. Il y a une idée qui circule en France notamment, mais pas qu'en France, que Poutine serait le défenseur, mais pas qu'en France, je dis dans les Balkans. C'est un mythe. Que Poutine serait le défenseur, Poutine et les Russes, donc le régime russe actuel, serait le défenseur
leader du christianisme dans le monde. Mais moi, je peux vous donner l'exemple de la Grèce, puisque les Turcs de Erdogan ont été grignoter l'eau territoriale grecque pour faire des forages, ce qui a provoqué la réaction de la France. C'est le seul pays qui a réagi. C'était pour une fois, la France a réagi. La Russie qui est orthodoxe comme la Grèce. Les Grecs sont très proches des Russes, même s'ils font partie de l'Union européenne et de leur... Pas un mot. Même pour Chypre, quand les bateaux militaires turcs ont empêché l'entreprise italienne Eni et l'entreprise chypriote nationale grecque de faire du forage, il n'y a eu aucune autre réaction que la France. L'agression turque contre les Grecs qui sont chrétiens orthodoxes pro-russes ne fait absolument pas bouger. Ça me fait plaisir ce que vous dites parce que c'est très important. Moi, je ne suis pas du tout un anti-Poutine et je suis plutôt un ami de la Russie et vous non plus. Mais il faut être honnête. On est passé d'un extrême à un autre. Il y en a qui sont russophobes et chez les souverainistes européens, en ce moment, il y a une sorte de mode. Poutine, le sauveur de la chrétienté, qui va venir un jour à Paris nous délivrer contre les islamistes et les djihadistes. Mais c'est un mythe total. En fait, Poutine la Russie défend les Russes, qui est normal. Malheureusement, il défend même pas que les Russes. Moi, je suis souvent allé à Moscou, à Saint-Pétersbourg, et il y a une très grande mafia tchétchène. Et ce qui m'a frappé quand j'ai parlé avec des patriotes russes, y compris certains proches de Poutine, ils me disaient, malheureusement, Poutine, pour pacifier la Tchétchénie, il a donné carte blanche à la pire mafia tchétchène qui fait ce qu'elle veut et qui nargue les Russes orthodoxes tous les jours. Il faut savoir que les Tchétchènes sont très islamistes. Ils ont fait tuer un homme politique russe qui avait blasphémé les caricatures de Mahomet, etc. Les Tchétchènes, aujourd'hui, c'est une mafia, c'est un État dans l'État que Poutine ne contrôle pas. Et pareil, et quand Erdogan est venu inaugurer une grande mosquée à Moscou au nom du dialogue des religions et des civilisations qu'a créé la Russie, on n'est pas du tout dans la défense de l'orthodoxie. C'est le grand tsar qui se plie, qui se couche devant le grand turc qui est venu narguer dans la troisième Rome. Il faut savoir que la Russie orthodoxe, si Poutine était vraiment ce que l'on croit, la Russie orthodoxe c'est la troisième Rome. Après la Rome latine, la Rome byzantine, c'est la continuité de l'empire chrétien orthodoxe d'Orient, l'empire romain chrétien d'Orient. Aujourd'hui, Poutine n'agit pas du tout comme cela. Son pays est observateur de l'organisation de la coopération islamique. Je ne veux pas dire ça pour diaboliser la Russie, mais il ne faut idéaliser personne, parce que comme on le montre dans ce livre, on revient à votre question, la géopolitique mondiale, c'est le pragmatisme, c'est le cynisme et la réelle politique. Donc en fait, la Russie, Poutine fait les intérêts de son pays. Et de son clan pétro-gazier. Il ne pense pas à la civilisation, il pense à son pays, à ses intérêts, et il fait du pragmatisme, si j'ai bien compris. Il fait du pragmatisme. Vous savez qu'il a réussi à sortir le mythe dans son pays. Moi, j'ai rencontré son confesseur, le père Tikhon, qui est un prêtre moine très, très, très célèbre. Il s'est fait souvent photographier. C'est mon confesseur, comme s'il était un pieux orthodoxe. Il lui manque presque la barbe de tsariste. Mais tout le monde sait que tout ça, c'est du storytelling. Il se fiche totalement des valeurs chrétiennes. Mais il a compris quand même, à son crédit, il a compris qu'après le communisme, il fallait une nouvelle idéologie d'État. Et donc, il a réhabilité le patriarcat orthodoxe et l'orthodoxie. C'est pas mal ce qu'il a fait. Qui va de pair avec le patriotisme russe. Qui va de pair. Donc, il a été assez... Mais il ne l'a pas fait parce qu'il est un défenseur de la chrétienté. Il l'a fait parce que, un peu comme Napoléon, par pragmatisme, Napoléon était très anti-chrétien. Mais après, il a fini quand même par être sacré. Il s'est mis lui-même la couronne. L'idée, c'était quoi? Par pragmatisme, il faut quand même quelque chose qui fasse commun, qui fasse sens. Mais ce n'est rien d'autre que cela. Poutine n'est pas du tout le croisé qui va aller défendre les chrétiens d'Orient. Il l'a fait croire pour la Syrie. C'était faux. En Syrie, il faisait bénir parfois des obus avant que les avions décollent par des prêtres orthodoxes avec de l'encens pour faire croire qu'on allait en Syrie juste pour défendre les chrétiens d'Orient. C'est pas faux que les chrétiens du régime de Bachar ont été sauvés en partie par les Russes. Mais il n'y est pas allé du tout pour cela. Il a été parce qu'il avait une base militaire qui lui donne accès sur la Méditerranée. Qu'il a doublé avec la base de Hmeimim. Voilà, absolument. Mais ça, c'est logique aussi. Et on ne peut pas lui reprocher. Mais l'erreur des Européens, c'est de toujours plaquer de l'idéalisme. Exactement. Jadis, Raffarin désignait une Chine fantastique, vertueuse, qui serait jamais dangereuse pour personne. Les autres, c'est l'islam vertueux qui nous a donné l'algèbre et à qui on n'a que de la gratitude, etc. Les autres, les Américains nous ont sauvés. Les Européens sont toujours en train d'idéaliser l'autre. Vous êtes fascinés par l'étranger, en fait. Oui, parce que ça vient des Lumières. Et là, malheureusement, c'est un virus français qui a été créé par la France. Depuis les Lumières, et même avant, depuis Montesquieu et les Lumières, la France a créé cette haltérophilie, comment on dit en Italie, la haltérophilie, ou plutôt xénophilie en français. Cette xénophilie, c'est l'idée, à partir du bon sauvage, ou du bon oriental, ou du bon iranien, ou du bon perse, vous connaissez la littérature française. Plus tard, après François Ier et son alliance avec les Turcs, il y a eu les turqueries. Il y a même eu la littérature française qui vantait le harem. Le harem était merveilleux parce qu'ils étaient tellement tolérants, ces orientaux, même quand ils piquaient vos femmes et qu'ils les mettaient en esclavage dans des harems, c'était doux.
C'était la douceur du harem. On a toute une littérature et même des peintres. Donc cette France, pour justifier quelque chose en fait de très géopolitique, l'alliance François Ier et le Grand Turc, on a créé toute une turcophilie et une islamophilie et une mythologie d'un monde musulman oriental foncièrement vertueux, alors que nous aurions brûlé les livres. Eux, ils nous ont apporté la science grecque, ce qui est totalement faux, parce que le calife Haroun al-Rachid et le calife El-Mamoun dans l'Empire abbasside, où est-ce qu'ils ont trouvé leurs manuscrits quand ils les ont fait traduire par des chrétiens d'Orient, vos frères? Absolument. Ils les ont trouvés à Byzance. Oui, c'est la capitale de l'Empire romain byzantin qui leur a prêté les œuvres grecques. Tout le mythe sur l'essor du monde, de l'Empire musulman, sur l'architecture, sur les mathématiques, tout ça, en fait, on confond toujours les chrétiens d'Orient et l'Empire musulman. Et en fait, on dit, non, mais c'est pas eux, c'était des gens qui travaillaient pour eux. Vous savez que toute l'architecture arabo-musulmane a été faite par des architectes chrétiens indigènes. Très influencés par l'architecture byzantine. Absolument. C'était des Byzantins. Et à l'époque, l'Empire musulman, enfin les musulmans dans l'Empire musulman, étaient minoritaires. La majorité de la population était chrétienne et les penseurs étaient des chrétiens. Mais non, on oublie qu'effectivement, au 8e siècle et au 9e siècle, à l'époque de Bagdad, parce que ça commence en 750, les Abbassides, on est au 1er siècle de l'islam. Et l'essentiel du Proche-Orient, effectivement, est encore chrétien ou zoroastrien. Si on peut donner un exemple pour les téléspectateurs de TV Liberté, il y a eu quelques années, sous Sarkozy, il me semble, une exposition à l'Institut du monde arabe sur l'art islamique. Ce qu'on a appelé l'art islamique à l'époque, il n'y avait rien d'islamique, c'était de l'art byzantin. C'était perse, juif et chrétien d'Orient. Exactement, c'était byzantin, et donc on a appelé ça l'art islamique, sauf que c'était pas islamique. Bon. C'est comme si on imputait à l'Église catholique les libres penseurs rationalistes qui ont commencé à faire des découvertes sur la Terre, sur les astres. Nous, on le fait pas. À chaque fois qu'on parle de Copernic ou de Galilée, on dit qu'ils étaient opposés à l'Église. Mais dire que les scientifiques du monde musulman, c'est l'islam, c'est comme si on disait Galilée et Copernic, c'était les amis du Vatican. Oui. Donc c'est bizarre parce que pour nous, on fait la différence entre les penseurs et l'Église, et pour le monde musulman, on mélange les deux, on impute les mérites de penseurs qui étaient en général anticléricaux, condamnés. Non, mais ils n'étaient même pas musulmans. Ils n'étaient même pas musulmans. Quand ils étaient musulmans, comme Averroès, Ibn Rushd, on connaît en Espagne aussi, eh bien, ils ont tous été condamnés par leur clergé. Et souvent, comme vous dites, à Bagdad, donc des siècles avant l'Andalousie, ils étaient pratiquement tous chrétiens, juifs ou perses, et byzantins. Ça nous a fait une transition pour parler, parce que l'émission passe vite, on ne peut pas tout traiter, il faut acheter le livre et le lire, je vous le conseille. L'État islamique, on a l'impression que il a été vaincu en Syrie, que ça y est, c'est un peu comme le communisme. Vous avez dit tout à l'heure que le communisme, on a l'impression que c'est mort et tout. Pardon, je fais une petite parenthèse, qu'il y a un livre qui va sortir dans quelques jours de Bernard Anthony qui s'appelle Le communisme, un virus mutant. Un virus mutant, parce qu'en fait, ça n'a pas disparu du tout. C'est pas parce que le parti ne représente plus grand monde que l'idée... Il suffit de voir les chaînes publiques françaises. Voilà. Donc je reviens à l'islam. Donc on a l'impression que l'État islamique a été vaincu en Syrie par les Russes, d'ailleurs. Je dis ça parce que souvent on dit le Hezbollah libanais... Non, en réalité, c'est les Russes qui l'ont battu. Bien sûr. Et personne d'autre. Ni le régime Assad, ni encore moins les Iraniens. Ils ont commencé en bombardant d'ailleurs les camions de pétrole que la Turquie achetait à Daesh. Et donc les Iraniens, le Hezbollah et le régime syrien n'ont pas pu faire grand-chose contre ça. Mais vous dites dans votre livre qu'il ne faut pas l'enterrer si vite, ainsi que Al-Qaïda, parce que ça renaît. Al-Qaïda renaît. Voilà. Et l'État islamique, vous dites dans votre livre qu'il a un trésor de guerre et que c'est pas vraiment mort. Alors, ça ne représente plus peut-être ça ne représente plus un État comme ils ont voulu le faire, contrairement à Al-Qaïda, mais ils ont encore leurs ramifications, beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en dire sur ça? Et comment profitent-ils, du mondialisme? Bien sûr. Les deux, Al-Qaïda et l'État islamique. Absolument. En fait, il faut analyser la mondialisation comme plein d'échanges entre les hommes et des technologies. Ceux qui en tirent des bénéfices, c'est ceux dont l'idéologie et les objectifs sont compatibles avec la suppression des frontières. Les mafias adorent la suppression des frontières, les gangsters de tout genre, les trafiquants d'armes, les trafiquants de bébés, les trafiquants de produits chimiques, de drogues synthétiques. Ce n'est pas que de la drogue. Bien sûr, c'est des drogues synthétiques, c'est des bébés, c'est des femmes. Il y a une mafia financière aussi, blanchiment d'argent. C'est des affaires financières, il y a tout un chapitre sur les mafias. Donc les mafias adorent la fin des frontières et des juges et de l'autorité publique, c'est logique. Mais l'islamisme, on oublie très souvent que l'islamisme, contrairement à ce que font croire les tiers-mondistes, l'islamisme n'est pas une réponse identitaire, patriotique, décoloniale ou postcoloniale.
puisque c'est lui-même un colonialisme. L'islamisme est foncièrement un impérialisme colonialiste qui veut conquérir toute l'humanité, et même les pays musulmans, l'islamisme veut leur imposer un islam wahhabite ou salafiste ou frères musulmans. Donc c'est foncièrement une idéologie et une entreprise mondialiste et colonialiste. Mais elle se fait passer pour être identitaire. Et du coup, beaucoup de gens n'ont pas compris que, en fait, c'est parfaitement compatible avec, comme les mafias ou les multinationales ou les GAFAM, ou même et allégorie un peu glauque, mais les virus adorent aussi la suppression des frontières. Qui a le mieux combattu les virus pendant le Covid, on l'a vu? C'est Singapour, c'est l'Asie confucéenne, c'est Taïwan, voilà, c'est la Corée du Sud, c'est la Chine, tous les pays, et même l'Australie, qui était beaucoup plus patriotique que l'Europe, tous les pays qui ont fermé leurs frontières assez tôt et de manière drastique, pour ne moins avoir à confiner, d'ailleurs. Ils ont moins confiné leur peuple parce qu'ils ont plutôt fermé les frontières. Il n'y a pas eu de confinement. Nous, c'est l'inverse. Notre mythe de l'ouverture nous rend suicidaires. On n'a pas... Moi, je me rappelle, parce que j'ai un peu transgressé pendant tout le Covid, j'ai pas arrêté de voyager. Enfin, j'ai pas transgressé, mais j'ai pas arrêté de voyager pour des raisons professionnelles. Et ce qui m'a frappé, on était en règle, on n'a pas été contrôlé. On a voyagé pendant tout le Covid, un peu régulièrement, parce que c'était notre travail. J'ai été frappé de voir que la France était la pire passoire d'Europe. On était très contrôlé en Italie, hyper contrôlé en Espagne, beaucoup contrôlé en Belgique, France, on était contrôlé avec des menaces d'amende. Passait du 15e au 16e arrondissement. Ah voilà, je caricature, mais quand on ne veut pas étanchéiser les frontières, on est contrôlé, voilà. Mais quand on passait la frontière, on n'était pas contrôlé. Donc c'est le grand flicage interne parce qu'on ne veut pas bloquer en externe. Et donc on voit bien que les mafias, le mondialisme des GAFAM ou le multinationalisme de l'islamisme radical est tout à fait compatible avec cette mondialisation quand on en a une lecture mondialiste. Mais la Chine, elle, qui n'en a pas une lecture mondialiste, elle persécute ses islamistes, comme d'autres États, comme la Russie qui, elle, tire son épingle du jeu parce qu'elle protège ses frontières. Tous ces pays du nouveau monde multipolaire sont identitaires, sont pour les frontières, sont pour les murs, ils sont pour un modèle géocivilisationnel, ils sont patriotiques, et ils ne sont pas repentants. Erdogan fête chaque année la prise de Byzance, c'est comme si nous on fêtait la prise d'Alger. C'est incroyable, ou même la fête de Lépante, quoique Lépante c'était défensif. La Turquie, son président fête chaque année en grande pompe dans un grand théâtre, devant une représentation théâtrale, le massacre de Constantinople, vous imaginez. Alors pendant que nous, on se repent, le reste du monde est ultra-patriotique et célèbre son impérialisme. Donc on voit bien que les islamistes, qui eux sont aussi dans une sorte de suprémacisme, moi j'analyse dans ce livre, c'est un peu nouvel angle, l'islamisme sous l'angle du suprémacisme. C'est comme le suprémacisme blanc, sauf que le suprémacisme blanc, les Européens repentants en parlent tout le temps, les woke, les cancel culture et les GAFAM et Facebook le dénoncent, mais en fait aujourd'hui le suprémacisme qui est universellement le plus violent et le plus conquérant, c'est le suprémacisme islamiste. Mais comme il n'est pas fondé directement sur la race, ça passe. C'est un suprémacisme religieux, donc on dit c'est pas racial. Mais enfin, quand vous êtes tué au nom d'une religion, c'est pas plus agréable ou torturé que d'être tué ou torturé au nom d'une race. En fait, c'est un peu mutant parce que il se propage en Afrique de plus en plus. Alors oui, ce qui m'a frappé, c'est le Mozambique. C'est la Tanzanie, le Mozambique, c'est l'Afrique australe. Aujourd'hui, on a une progression du mouvement des Shebabs qu'on avait à l'époque en Somalie. On a un mouvement qui n'est pas le même, qui est plus lié à Daesh, mais on a un Shebab qui progresse en Afrique australe, dans le sud-est de l'Afrique. On a aussi un mouvement islamiste qui maintenant a pénétré le Centrafrique, qui était majoritairement chrétien, qui est un pays en train d'être pillé par des razzieurs musulmans du Nord. Et en fait, on nous montre dans ce chapitre, il y a un lien entre climat, tribalisme, bédouinisme et islamisme. Les mouvements Peul qui fuient la sécheresse, peu importe ce qu'on pense du climat, mais il y a une sécheresse qui progresse en Afrique. Les mouvements Peul qui avaient un empire, l'empire du Massina dans le passé, vous savez, les Peuls, c'est une ethnie africaine qui est devenue majoritairement musulmane et qui pratiquait l'esclavage des Africains non musulmans. Et à un moment, il y a eu un empire, l'empire du Massina. Et donc, c'est sur plusieurs pays. Les Peuls, plus ils vont vers le sud, plus ils attaquent des populations noires, anciens esclaves, musulmans, convertis ou chrétiens, restés chrétiens. Et c'est un véritable carnage. Et ça explique en partie la progression du djihadisme vers le Mali, le Burkina Faso, et depuis pas très longtemps, aux portes de la Côte d'Ivoire et du Ghana et du Bénin. On a une progression de ce virus et qui profite de la mondialisation, parce que moins il y a de frontières, plus les nomades en général sont heureux, et les pilleurs. Et en plus, la réalité du chapitre sur les mafias nous ramène aussi à l'islamisme, puisque on observe partout, dans nos banlieues, comme en Afrique, comme en Asie du Sud-Est, comme en Somalie, comme au Nigeria, une convergence entre les mouvements mafieux, les grands trafiquants et contrebandiers, et les mouvements islamistes. Les uns servent aux autres. Donc en fait,
Dans la mondialisation, tous ceux qui n'aiment pas les frontières, finalement, sont bénéficiaires. Les virus, les GAFAM, les multinationales, les racailles d'en haut, les voyous, les islamistes, mais aussi les mouvements trotskistes. Et en fait, ça paraît bizarre, contradictoire. Mais les mouvements trotskistes, les islamistes et les mondialistes occidentaux, pourquoi ils travaillent ensemble? Ils ont tout pour s'opposer. Extrême gauche et Trudeau ou Benetton ou McWord n'ont rien à voir avec les autres. Mais en fait, ils convergent parce que leur but, et ils l'ont avoué eux-mêmes, c'est pas mon interprétation, c'est la déconstruction. Quand vous voulez tout déconstruire, en fait, vous êtes en train de détruire. Leur but réel, c'est assez étonnant, mais l'être humain, parfois, est capable de faire beaucoup de choses, y compris suicidaires, pour le plaisir de détruire. Ce sont les entités qui nous détestent, qui détestent l'Occident chrétien. L'islamisme, le mondialisme trotskiste, le mondialisme des GAFAM, woke et cancel culture, ils ont un seul point commun, comme les trotskistes. Ils veulent détruire l'ordre occidental judéo-chrétien traditionnel du mâle blanc. Et une fois qu'ils auront tout détruit, peut-être qu'ensuite ils s'entretueront. Mais aujourd'hui, on comprend parfaitement pourquoi Soros finance des mouvements pro-voile liés aux frères musulmans, ou le Conseil de l'Europe, qui est aussi mondialiste, le fait, parce que ça paraît contradictoire, mais c'est ce que j'appelle la convergence des mondialismes. Merci Alexandre Delval pour toutes ces explications. Je rappelle aux téléspectateurs votre livre écrit avec Jacques Sopelsa, La mondialisation dangereuse, aux éditions de L'Artilleur. Voilà, donc vous pouvez vous le procurer, c'est un excellent livre. Merci de nous avoir éclairés sur ce sujet. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à très bientôt.